Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus dans cette belle salle que la mairie met à la disposition ce soir d'un dialogue d'information. Je crois qu'il est important de noter que dans un premier temps, on vous a distribué des questionnaires. Il serait judicieux, si vous le voulez bien, de remettre en sortant de cette salle tout à l'heure. Là-bas en haut, il y aura quelqu'un qui les prendra. Donc ces questionnaires seront explorés, travaillés. Ils feront l'objet d'une analyse qui permettra de souligner des orientations que vous souhaitez. Nous allons organiser cette soirée tout d'abord par une intervention de Monsieur le maire, Monsieur Patrick Laclevert, qui ce soir a le plaisir de souligner, je pense, l'importance pour la ville de Cabreton d'engager un dialogue avec vous autour d'un thème qui est un thème aujourd'hui prégnant, très fort, qui inquiète certains, qui amène d'autres à réfléchir, c'est la question du trait de côte. Alors, monsieur le maire, cette question, comment l'abordez-vous? Bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier d'être présent, d'avoir répondu à notre invitation donc, pour cette journée organisée par la ville de Cabreton, dite donc, la journée du littoral, donc, dont le maître d'œuvre a été Jean-Marie Marcot, adjoint à l'environnement. Jean-Marie, tu peux te lever. Voilà. Mais qui ne connaît pas Jean-Marie Marcot? Et donc, sur une thématique effectivement importante, elle est pour nous particulièrement, comme pour l'ensemble des communes littorales, qui est celle donc, de l'érosion, donc, comme on dit dans notre jargon, du trait de côte, c'est-à-dire de l'érosion côtière. Et puis, ce moment, c'est un temps partagé. Tout d'abord, je dirais, effectivement, des interventions. Je crois qu'il y a des films également qui vont être projetés, des interventions diverses, et puis, bien sûr, un temps de débat et d'échange entre nous. Je pense que c'est aussi important. Et donc, la question qui est posée, effectivement, c'est l'érosion côtière, l'érosion du littoral, comprendre pour agir, puisque, effectivement, je dirais réfléchir, mesurer, appréhender les choses, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi agir et entreprendre pour essayer, tout en restant humble devant la nature, de contrecarrer ces effets naturels. Donc une problématique complexe à gérer avec des particularités locales qui viennent aussi parfois rendre les choses encore un petit peu plus difficiles. Et donc dans ce contexte effectivement de problématiques complexes, nous avons, les collectivités, besoin de compétences et d'expertise. Je crois qu'il n'en manque pas autour de cette table. Je voulais présenter et remercier les personnes qui sont ici présentes, à commencer par Arnaud Guéguéan, donc, qui représente le GIP Littoral Aquitaine. Donc, c'est le partenaire privilégié donc, des collectivités sur la problématique du littoral, donc, qui a élaboré une stratégie régionale qui sert pour nous, communes aussi, de cadre à nos stratégies locales à bâtir et à mettre en œuvre. Philippe Maison, donc, de la Fondation Surfrider, qui a aussi une expertise très grande en matière d'environnement et particulièrement sur la question littorale. Et puis, il nous faut aussi des opérateurs techniques que nous avons avec l'ONF, avec monsieur donc, Rosberry ici présent, et avec le BRGM, qui est le Bureau de recherche géologique et minière. Minière, oui, ça existe encore. Représenté par Madame Mujica. Et puis, pour terminer, j'ai à la fois l'honneur et le plaisir d'accueillir à Cabreton, qu'elle ne connaissait pas avant aujourd'hui, ce qui n'est pas bien, mais cette erreur est réparée, Madame la députée, donc d'accueillir Pascal Gau, qui est à l'origine, qui a déposé et défendu une proposition de loi devant l'Assemblée nationale qui avait pour titre, parce que les mots sont importants, l'adaptation du littoral au changement climatique. Des littoraux au changement climatique. Et quand on parle effectivement des littoraux ou du littoral, la loi littorale n'est jamais très loin. Voilà, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler après. Voilà, c'est aussi peut-être une façon, voilà, je ne dirais pas de lancer le débat, mais en tout cas, ça fera très certainement partie des interventions de Madame la députée, qu'une fois de plus, je remercie et en tout cas, merci à vous de votre présence.
Merci, Monsieur Lacléder. Alors, si vous le voulez bien, nous allons procéder comme ceci. Tout d'abord, nous allons visionner 3 petits films. Le premier a été réalisé par l'ONF. C'est un document particulièrement intéressant. Vous verrez, il porte sur le thème du littoral aquitain, une aventure humaine. Le second a été réalisé par l'association Surfrider Foundation. C'est un film, lui, très pédagogique, d'une durée de 2 minutes. Océan et climat, son thème. Montée des eaux et érosion. Et le troisième a été réalisé par le ministère de l'Environnement. Il porte sur la gestion du trait de côte, vivre avec la mer plutôt que contre elle. Donc, une fois que nous aurons visionné ces 3 films, je vous propose à ce moment-là que les personnes ici présentes, à des questions que nous aborderons, répondent, et puis dans un deuxième temps, dialogueront avec vous, de façon à ce que vous puissiez continuer la réflexion par vos propres apports et vos propres réflexions. Alors, le premier film porte sur donc, le littoral aquitain, une aventure humaine.
Merci à l'ONF pour ces belles images qui soulignent la fragilité de ce cordon dunaire face aux éléments. Le deuxième film que nous allons visionner maintenant, nous le devons à Surfrider Foundation. Il s'oriente vers la pédagogie et toucher entre autres les enfants, mais nous aussi, par les quelques images que nous allons voir maintenant. Il dure 2 minutes. Et vous, ça vous fait quoi? Je suis submergé, comme tout le monde ici. Ce bistrot qui prend l'eau, on y a tous des souvenirs. Et ces maisons, là? Là, c'est celle de mon arrière-grand-père. Là, c'est celle de la voisine, mais demain, il n'y aura plus rien. Le recul de la côte, l'érosion, tout le monde connaît. Mais avec le réchauffement climatique, c'est du jamais vu, la montée des eaux. D'un côté, la fonte des glaciers augmente le niveau des mers. De l'autre, l'eau se réchauffe, se dilate, et hop, forcément, ça monte. Et avec les gaz à effet de serre, c'est pas prêt de s'arrêter. L'océan emporte tout. À la mairie, on nous dit souvent pourquoi pas construire une autre digue. Mais sur nos côtes, on s'est trop acharné. Les aménagements de lutte, c'est un gouffre financier, c'est une guerre perdue d'avance, on est tous d'accord. 30 ans après, on se retrouve avec les mêmes problèmes. Alors, on arrête de vouloir vivre les pieds dans l'eau. Et ici, on recule. Moi, tout ce que je demande, c'est comment on agit en intelligence avec la nature, et surtout comment on s'adapte. En tant que maire, avec les autres élus du littoral, nous consultons les spécialistes, les rapports, les expériences innovantes, et on en trouve des solutions. Tenez, près de l'estuaire là-bas, le littoral respire à nouveau, la végétation fixe le sable, les zones naturelles amortissent la houle. Avec ces aménagements doux, on préserve le territoire, et on le valorise. La nature reprend sa place, l'équilibre revient, et on fait la paix avec l'océan. Merci à Surfrider pour cette pédagogie. Le troisième film, lui, a été réalisé par le ministère de l'Environnement. Il est un petit peu plus long, mais il est très évocateur. Il souligne le fait que Cabreton n'est pas seul à connaître des difficultés face à cette question du trait de côte, que d'autres territoires littoraux de France sont aussi touchés par cette question, et qu'effectivement les élus s'interrogent sur ce qu'il faut entreprendre. On peut envoyer le film. La France compte plus de 7000 km de côte en métropole et en outre-mer. Sur le littoral, le trait de côte, cette limite qui matérialise la ligne des plus hautes eaux, est naturellement mobile. C'est une zone soumise aux aléas naturels, à l'érosion, au risque de submersion, voire au tsunami. Et les effets du changement climatique amplifient ces phénomènes naturels, car le niveau de la mer monte et les tempêtes se font plus fréquentes. Or, le bord de mer est également soumis à des pressions démographiques et foncières. Les chiffres témoignent de cette vulnérabilité croissante. En métropole, le quart des côtes est en recul. Et dans le même temps, plus de 800 000 personnes vivent dans des zones basses. Une population qui est amenée à croître, puisque si l'on compte aujourd'hui 1,4 million d'habitants le long des côtes, il pourrait être 9 millions en 2040. Voyage à la rencontre de celles et ceux qui, confrontés à l'érosion du littoral, cherchent des solutions. On a en face de nous la baie d'Authie. En 2012, le recul a été de 40 mètres en un an. On est à 100 mètres en 3 ans et demi. Ce cordon dunaire qui s'est fragilisé a disparu à un endroit et on a une brèche qui s'agrandit. La certitude, c'est que de toute façon, à brève échéance, l'eau va se déverser naturellement vers les zones arrières. Le sol ne supporte pas l'eau salée, alors en cas de submersion marine, ça veut dire entre 5 et 10 ans sans culture. Donc on s'expose de plus en plus du jour au lendemain à tout perdre, quasiment. La commune de Lacanau a subi en fin 2013 et début 2014 de nombreuses tempêtes, décembre, janvier, février, mars. Et à chaque tempête, les ouvrages ont subi la houle, ils ont été disloqués, mis à mal. La commune, entre chaque tempête, a mis tous ses moyens en œuvre pour
reconstruire, refermer les brèches qui s'étaient ouvertes pour limiter les dégâts. Ce qui n'a empêché que fin mars, ça a été le coup de grâce et l'ouvrage s'est totalement disloqué et on a eu un recul du front dunaire que vous voyez là, à peu près d'une dizaine de mètres. Ce qui est intéressant, c'est que les stratégies qui vont devoir être adoptées peuvent justement complètement changer la station, mais j'espère que ce choix-là ne sera pas défini uniquement par des critères financiers, parce qu'on sait aujourd'hui que si on devait relocaliser la zone du front de mer, ça coûterait en moyenne autour de 300 millions d'euros. Donc le choix va être difficile, parce que la commune seule ne pourra pas supporter la relocalisation. Ici, à l'endroit où on est, vous aviez 2 rues qui ont disparu avec le temps, sur un siècle. Vous voyez, cette fameuse casquette, en fait, ce sont des poutrelles qui partent du bord de la falaise, qui traversent la route et qui maintiennent tout le terrain. Et puis après, vous avez en contrebas la digue 83 qui préserve le village. Suite aux travaux de 83, la ville a été fortement endettée. Et on commence là à voir la fin de ces remboursements. Le Holtois, il sait que depuis toujours, il a toujours payé pour se défendre contre les éléments. Et puis que finalement, on recule. Finalement, on recule quand même, tout en payant. On a décidé du statu quo, surtout de ne pas faire de défense, parce que le coût des défenses était absolument énorme. Par rapport aux biens qui étaient en cause. L'argent public est rare, il doit être consommé à bon escient. Et lorsque la protection coûte beaucoup plus cher que le rachat des biens, on choisit le rachat des biens. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la somme des investissements récurrents, ça ne s'arrêtera jamais le vent d'ouest, qu'il faudra consacrer, est à la hauteur des valeurs qu'il faut protéger. Cette station d'épuration est relativement récente, elle est moderne, son taux d'épuration est de très très bonne qualité. Et donc pour nous, il se pose bien la question de savoir si on la protège. Vous voyez là-bas, juste derrière, on voit du sable blanc. Ça veut dire que la dune avance vers la station d'épuration. Donc elle est menacée par l'avancement de la dune. Mais elle nous est chère, pas simplement financièrement, mais elle nous est chère parce que c'est toute la vie urbaine et toute la vie balnéaire qui dépendent de sa pérennité, de son fonctionnement. Donc voilà un des enjeux pour lesquels nous allons regarder. La somme coûte-avantage. Qu'est-ce que ça coûte de protéger? Quelle est la valeur de ce que l'on protège? On a perdu environ 5 à 10 mètres du trait de côte. Et avec des érosions qui sont très très variables de hauteur de dune, des hauteurs de falaise, pardon, de 2 à 4 mètres. On aurait pu très bien reprofiler cette dune avec des bulldozers. On a plutôt fait le choix d'une méthode douce et de matelasser tout ce qu'on pouvait matelasser à l'époque, c'est-à-dire les endroits où les branches pouvaient faire leur effet par rapport aux tempêtes. Avec le temps, le vent les a arasées, les a diminués de hauteur, les pentes se sont adoucies et là on a pu commencer à intervenir, à couvrir ces endroits avec des branchages. Quand un géologue regarde le littoral, il sait que c'est un milieu qui est éminemment mobile, donc qui varie énormément dans le temps. Donc quand on pense aux risques par rapport aux enjeux, à la population, on sait qu'il faut s'adapter par rapport à ces mouvements qui peuvent être très forts, très importants. Quand on a des enjeux qui sont menacés par cette érosion, on peut laisser faire la nature et abandonner éventuellement ces enjeux. Bon, c'est par exemple les blocos, les bunkers qu'on retrouve sur la plage. Deuxième possibilité de stratégie, c'est on accompagne ces mouvements naturels de la nature avec des solutions de protection qu'on dit souples. Donc on peut procéder à du rechargement, ça par exemple. On peut mettre de la végétation sur les dunes pour freiner un petit peu cette érosion, pour l'accompagner, pour se donner le temps de repenser peut-être le front de mer. Une autre possibilité, c'est de vouloir avoir une solution de lutte active, dure, contre l'érosion et de mettre par exemple des enrochements, des ouvrages géotechniques lourds qui eux vont avoir vocation à fixer le trait de côte. Mais ce que l'on sait, c'est que cette solution, elle est toujours éphémère puisqu'elle a la même durée de vie que la durée de vie des ouvrages. Donc c'est 20, 30 ans selon les types d'ouvrages. Et au bout de cette période-là, il faudra de toute façon repenser l'organisation. Et enfin, la dernière possibilité de stratégie,
c'est de repenser l'organisation du front de mer et éventuellement de relocaliser, de réorganiser tous les enjeux en retrait, de faire ce qu'on appelle un repli stratégique. On se rend bien compte que vouloir lutter contre la nature, vouloir l'ignorer ou la mépriser, ce n'est pas une solution durable. Et nous nous rendons compte que des choix d'aménagement qui ont été faits par nos prédécesseurs il y a 50, 60 ans ou plus ne sont plus tenables. Donc l'idée d'avoir une stratégie qui puisse ponctuellement consister à reculer des activités est une idée intéressante, est une idée nouvelle. Mais il faut l'expérimenter. Il faut savoir quel sera le financement nécessaire. Il faudra créer les outils juridiques également de ces politiques. On touche à la propriété privée, donc si les outils juridiques ne permettent pas de le faire, ce n'est pas la conviction seule qui sans doute le permettra. Pour faire face aux enjeux liés au littoral, le ministère de l'Écologie a élaboré une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte, cohérente et adaptée aux spécificités locales. De la protection contre la mer dans les zones densément peuplées, à des démarches de relocalisation ou de recul maîtrisé dans les espaces plus naturels. L'heure est aujourd'hui à sa mise en œuvre en concertation avec tous les acteurs locaux. Est-ce qu'on m'entend? Parfait. Merci au ministère de l'Environnement pour ce film. Alors, avant que d'introduire cette table ronde, je voudrais vous rappeler qu'il y a les questionnaires qui ont été distribués, qui seront récupérés à la sortie. La table ronde, avant de passer la parole à Madame la députée, parce qu'il a été question d'un arsenal juridique nécessaire, je souhaiterais que les scientifiques du BRGM et de l'ONF nous apportent leur éclairage. On a donc vu qu'il y a un phénomène d'érosion qui se produit. Est-ce que vous pourriez rapidement nous expliquer quels en sont les éléments qui les manifestent le mieux et quels en sont les enjeux? Je vais vous passer le micro parce que je crois que ça y est, il fonctionne. Tenez. Oui, ça remarche. Alors, Madame Mujica, alors je voudrais préciser un point. C'est que vos deux organisations, c'est-à-dire le BRGM d'une part et l'ONF d'autre part, sont regroupés maintenant sous un chapeau, un outil qui a été conçu, qui est l'Observatoire du littoral. De la côte aquitaine. De la côte aquitaine. Hein? D'accord, voilà. Parfait. Le BRGM et l'ONF sont les opérateurs techniques de ce partenariat, donc financé par l'Europe, l'État, la région, les départements côtiers ainsi que le SLIBA. Très bien, merci. Donc, les aspects techniques. Alors, tout d'abord, l'érosion marine, c'est un phénomène qui s'exerce sous l'action des vagues, de la houle, ainsi que des courants de marée ou des courants liés aux vagues. Et l'érosion marine est d'autant plus intense sur le littoral aquitain qu'il s'agit d'un littoral en grande partie sableux, donc très meuble. Et on constate, cette érosion marine se manifeste par un abaissement de l'altitude de la plage, également par un recul du trait de côte dont on va parler. Et également, elle se manifeste par des dégradations sur les ouvrages, sur le bâti, sur des enjeux humains, mais également sur des enjeux environnementaux. Et donc là, je passe la parole à l'ONF. Donc simplement pour compléter, effectivement, on parle d'érosion marine, mais vous avez vu aussi dans les films l'érosion éolienne, l'ensablement, les problèmes que ça peut engendrer. Donc nous, on va travailler essentiellement là-dessus, sur les conséquences de l'érosion marine qui entaille la dune et qui provoque après de l'érosion. Une question, Monsieur Roseberry, est-ce que vous intervenez sur l'ensemble du littoral aquitain ou bien uniquement sur une fraction du littoral? Quasiment l'ensemble, je vais parler sur l'échelle de la nouvelle région. On gère plus de 260 km de littoral sableux sur l'Aquitaine. Donc on a, c'est vrai, une connaissance assez importante sur la gestion des dunes. Donc oui, j'étais en train de dire que nous, l'enjeu principal, c'est la biodiversité, c'est le maintien de ce patrimoine naturel qui est le cordon littoral, puisque c'est un ensemble unique à l'échelle européenne.
et qu'il va falloir accompagner les processus naturels, comme c'était dans les films, pour permettre de garder une mosaïque d'habitats naturels et une diversité floristique ou faunistique. Merci. Madame Gau, vous avez présenté un texte récemment, une proposition de loi, puisqu'elle émanait du Parlement, qui portait sur l'adaptation des territoires littoraux. Et en fait, ce texte n'a pas connu l'issue qu'on aurait pu souhaiter. De quoi s'agissait-il dans ce texte? Et puis, au fond, pourquoi les lois actuelles étaient insuffisantes? Alors, d'abord, je voudrais remercier l'initiative de parler de l'érosion, puisque plus des élus, monsieur le maire, comme vous le feront, plus je pense que cette question aidera, cette dynamique aidera à franchir des points de choix politiques et d'orientation politique et législatif. Ma proposition de loi était très simple. Elle permettait de reconnaître l'érosion dans le Code de l'environnement au même titre que la submersion et l'inondation. 2, elle permettait de reconnaître dans le Code de l'environnement la stratégie nationale du trait de côte, les stratégies régionales et les stratégies locales. 3, elle disait il y a des territoires qui sont immédiatement concernés, puis il y en a d'autres où ils ont un petit peu de marge, si je peux parler ainsi, et donc il faut commencer à les cibler et à se donner des outils de gestion de ces zones que l'on aura identifiées comme étant sujettes à moyen terme à l'érosion. Donc c'était la création d'un zonage spécifique pour identifier ces zones et ensuite de leur donner des outils de gestion, notamment un bail réel immobilier, pour permettre à la fois de garder l'activité et les habitations, la vie, tout simplement, sur ces zones-là, tout en commençant à se préparer et à admettre surtout la destruction du bien. 4, ça permettait aussi, à partir de ces zones identifiées, de pouvoir, lorsque l'érosion allait arriver vraiment très prochainement, de pouvoir reculer en suivant la même logique. 5, ça permettait de définir un accompagnement financier qui n'existe pas jusqu'à présent. Voilà les objectifs principaux de la loi et uniquement ces principes-là. Donc vous voyez bien que nous sommes loin de la modification de la loi littorale. C'était uniquement de flécher et de donner la reconnaissance juridique et financière et stratégique à l'érosion. Question corollaire, comment cette proposition permettait-elle de préparer l'avenir? D'abord, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, l'insuffisance des textes, il n'y en a pas. Concernant l'érosion, il n'y en a pas. Vous pouvez chercher, il y a peu de choses. Il y a la submersion et les inondations, notamment suite à Cynthia, mais sur l'érosion, il n'y en a pas, tout simplement parce qu'il y a déjà un différentiel de reconnaissance. On ne reconnaît pas jusqu'à présent l'érosion côtière. L'érosion falaise est reconnue, notamment pour être indemnisée, mais en tant que telle, l'érosion côtière n'est pas reconnue, donc ne prête pas à indemnisation. Et nous arrivons, c'est sur ma circonscription, dans une situation comme le Signal, l'immeuble Signal que l'on a montré. Donc toute la proposition de loi était de dire, voilà l'exemple qu'il ne faut pas reproduire, et on sait que si on reste les bras croisés, ça va se démultiplier, ce genre de phénomène. Donc commençons à anticiper, de dire que ce n'était pas une loi là pour aujourd'hui, mais plutôt pour demain et après-demain. Et c'était une loi proposition de loi qui posait un socle sur lequel on pouvait continuer, bien sûr, à affiner en fonction des problématiques et de leur aspect crucial. Donc c'était ça l'objectif. Merci Madame la députée. Monsieur Guéguin, vous êtes ici au titre du GIP littoral. En 2 mots, le GIP, pourriez-vous nous le présenter? Et puis, une stratégie est préparée à horizon 2040-2060. Est-ce que vous pourriez nous décrire cette stratégie? Quels en sont les points forts? Quels en sont les éléments, les propositions centrales de cette stratégie? Alors, le GIP Littoral Aquitain, c'est un outil partenarial entre l'État et l'ensemble des collectivités du littoral aquitain, donc à savoir la région,
les 3 départements de l'ex-région Aquitaine et l'ensemble des intercommunalités du littoral aquitain, donc en l'occurrence sur le territoire de Cabreton, la communauté de communes de Max. C'est un outil pour à la fois avoir un lieu de discussion entre les élus et entre différents niveaux de collectivité et les services de l'État, et puis apporter un support d'aide à la décision pour permettre d'améliorer le développement durable du littoral aquitain. Donc ça, c'est pour la présentation du GIP. Pourquoi une stratégie régionale et qu'est-ce que c'est cette stratégie régionale? D'abord expliquer que voilà, l'érosion en Aquitaine pose des problèmes. Voilà, il faut accepter ce constat, comme le disait Madame la députée. Une érosion, mes collègues du BRGM et de l'ONF préciseront les chiffres de l'érosion au niveau aquitain, des bâtiments qui sont menacés, et la réaction classique, historique, c'était une tempête, un bâtiment menacé, un ouvrage, sans se poser la question des effets collatéraux, des effets dominos d'un ouvrage sur son environnement, que ce soit son environnement géographique, mais aussi sur les espaces naturels. Et donc en 2010, au tout début du GIP Littoral Aquitain, les élus et les services de l'État en région ont missionné le GIP pour élaborer une stratégie régionale pour justement sortir de cette approche un peu classique de génie côtier, un problème d'une maison menacée, un ouvrage pour voir plus large et envisager l'ensemble des solutions possibles. Donc aujourd'hui, on dispose d'une stratégie régionale. Elle a été élaborée et validée en 2012. Elle s'inscrit dans la stratégie nationale de gestion des traits de côte qui a été présentée par le ministère aussi en 2012, et elle est traduite au niveau local par les collectivités. Cette stratégie régionale, on peut la décrire assez simplement. C'est à la fois un diagnostic au niveau régional des problèmes. Voilà, on sait en Aquitaine quels sont les différents problèmes que pose l'érosion. Elle apporte un vocabulaire commun à l'ensemble des territoires. Tout à l'heure, dans la vidéo du ministère, Cyril Mallet du BRGM évoquait les différents modes de gestion. Voilà, en Aquitaine, on sait que pour régler les problèmes, on a 4 façons de faire. L'accompagnement des processus naturels. L'ONF en parlera tout à l'heure, et c'est ce qui a été présenté dans la vidéo. L'évolution naturelle surveillée, on laisse la nature évoluer toute seule. Et puis quand on a des bâtiments qui sont menacés, 2 solutions. Soit on lutte contre l'érosion, on vient se défendre, soit les bâtiments qui sont dans des zones à risque, on les enlève, c'est ce qu'on appelle la relocalisation. Donc on a simplement posé un constat, posé des définitions, mis des mots sur différents modes de gestion, et ensuite au niveau local de trouver la meilleure de ces solutions. Et dernier point, au niveau régional, on a défini des grands principes de gestion, et on a permis aussi aux collectivités de trouver le bon territoire, la bonne échelle de réflexion. Il faut savoir que quand on met un ouvrage sur le littoral, ça va avoir un impact sur le territoire voisin. Il faut éviter qu'une commune, dans son action, vienne finalement impacter le territoire voisin. Donc c'est aussi important d'avoir une approche régionale pour éviter que des actions locales aient une influence négative sur d'autres territoires. Merci. Parlons chiffres. Madame Mujica, Monsieur Rosberry. Alors, qu'est-ce qui caractérise en Aquitaine, en Nouvelle-Aquitaine, cette dimension? Et puis, un deuxième élément que je veux vous poser, des questions, et les spécificités locales, l'existence du gouffre de Cabreton. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à cela? Alors, déjà pour les chiffres, en Aquitaine, on est en moyenne à 2,5 mètres par an de recul du trait de côte en Gironde. Ce taux est moins important dans les Landes, puisqu'il est que 1,7 mètres par an. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'agit de moyennes. Et donc ces chiffres sont très variables localement et saisonnièrement. On a une grande variabilité à l'échelle saisonnière. Et ces chiffres sont basés sur des mesures réalisées dans le cadre de l'Observatoire de la côte aquitaine, puisque c'est l'une de ses missions d'effectuer des suivis de la géomorphologie du littoral pour ensuite constituer un outil d'aide aux gestionnaires. Et donc on s'appuie sur des mesures de terrain ainsi que sur des données historiques. Donc on a plusieurs années, plusieurs dizaines d'années de mesures. Voilà, pour que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle locale, avoir une bonne connaissance de l'érosion.
Alors localement, vous parliez de la spécificité du gouffre de Cabreton. Donc on est dans un contexte particulier parce on est déjà dans une situation d'embouchure, avec l'embouchure du Boucaro, donc qui joue le rôle d'un épi hydraulique pour la dérive littorale. Donc la dérive littorale, c'est un transit de sable qui va du nord vers le sud sur le littoral aquitain. Et donc cette dérive littorale est interrompue au niveau de l'embouchure du Boucaro. Et en plus, on est dans un contexte où on a la présence du canyon de Cabreton dont la tête est très proche du littoral. C'est pour ça qu'on le qualifie de gouffre. Et cette dépression bathymétrique dans la morphologie génère une réfraction de la houle qui va générer des érosions plus importantes de part et d'autre de la tête du canyon. Voilà. C'est la spécificité locale. Monsieur Roseberry, vos constats, vos données recoupent celles, bien sûr, puisque c'est celles de l'Observatoire. Donc, oui, tout à fait. En fait, l'ONF participe dans l'Observatoire à des suivis, des suivis d'entailles d'érosion chaque année, après les tempêtes, etc., pour pouvoir caractériser un petit peu les grandes évolutions par secteur sur la côte. Travailler aussi sur les contacts plage-dune, puisque c'est des indicateurs très importants sur les échanges sédimentaires sur la plage et l'érosion ou la dynamique qu'il peut y avoir sur les secteurs, etc. Donc voilà, tout ça participe aux données que vient de décrire Julie. Je vous remercie. Monsieur le maire, est-ce que vous pourriez avoir le micro? Voilà, merci. Oui, merci beaucoup. Je voulais revenir et rebondir sur ce qui a été dit par Madame Mujica sur 2 points. Le premier point, c'est la digue nord. Alors effectivement, l'idée commune, communément acceptée, peut-être pas forcément comprise, c'est de dire que la digue, donc, qui a été construite, constitue en fait un obstacle à la dérive nord-sud et viendrait bloquer le sable ou empêcher le transit naturel de sable vers les plages du sud. Je crois qu'il faut être un petit peu plus, prudent et pondéré, parce que lorsqu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé avant, lorsque notamment on a une vision des cartes postales anciennes qui nous apprennent beaucoup de choses, eh bien, on peut constater, je parle sous contrôle de Jean-Marie Marcot, qui pourra aussi très certainement abonder dans ce sens et l'illustrer, eh bien, on se rend compte que même lorsqu'il n'y avait pas la digue nord, eh bien, les plages n'étaient pas forcément plus épaisses qu'elles ne sont aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. Donc, je pense qu'il faut rester très mesuré par rapport à ça, par rapport aux effets de cette digue. En tout cas, une chose est certaine, c'est que cette digue, donc, qui marque effectivement l'entrée du port, le Boucaro, comme on dit, nous permet effectivement d'avoir un stock de sable qui se constitue naturellement dans des proportions importantes et qui, en même temps, nous permet chaque année de réaliser notre opération de transfert de sable, parce qu'il y a effectivement un dépôt très important qui se fait naturellement et qui nous permet d'avoir un stock de matière qui est sur lequel on peut compter. Et ça, c'est quand même un élément très important. Je pense qu'il le sera très important Arnaud, dans la définition de la stratégie locale du trait de côte de Cabreton, parce que c'est véritablement un point fort sur lequel on peut s'appuyer. On sait qu'on a le matériau, il est là, et donc on peut l'utiliser de manière pérenne. Le second point concerne le gouffre. J'ai cru apercevoir Hugo Verlhomme, qui me semble-t-il est dans la salle. Je discutais, j'échangeais avec lui, dont tout le monde connaît Hugo, pour dire qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas si ce sera effectivement corroboré, mais les effets du gouffre sont somme toute assez mal connus sur cette dérive nord-sud, et qu'aujourd'hui, je crois qu'on ne sait pas trop vraiment si le gouffre capte une partie importante donc, de cette dérive et de ce transfert de sable ou pas. Mais il semble que ce ne soit pas aussi évident que ça. Merci, monsieur le maire. Monsieur, pardon, vous vouliez donner un élément de précision? Je peux compléter. Bien sûr, madame Mujica. Pour revenir déjà sur le premier point de l'embouchure, avec ou sans ouvrage, l'embouchure représente déjà un épi hydraulique et une interruption du transit sédimentaire. Donc je vous rejoins sur le fait que cette érosion sur le littoral de Cabreton, elle est antérieure
aux ouvrages. Ensuite, sur le rôle du canyon, une thèse qui date de 2015 démontre qu'on a une accumulation de sable au niveau de la tête et qui, lors d'événements de forte énergie, de fortes conditions de vagues, on a des départs de sable. Donc le rôle de la tête du canyon se précise sur un rôle de piège à sable. Ensuite, au niveau de la quantification, c'est plus compliqué. Merci Namujika. Monsieur Maison, Surfrider Foundation, une association connue qui œuvre pour la sensibilisation à l'environnement des jeunes générations et autres, est très sensibilisée sur cette question-là. Quel est votre regard, votre position sur ce phénomène environnemental et l'engagement de l'association pour la sensibilisation à ce phénomène? Écoutez, vous savez, nous, on a été fondé, on n'est pas qu'une association de protection de l'environnement. Historiquement, on a été fondé par des surfeurs, d'où notre nom évidemment, qui allaient surfer dans de l'eau pas très propre. Donc voilà, il y a cette relation homme-nature, nature-homme qui est dans nos gènes. Voilà. Aujourd'hui, on traduit ça par quelque chose qu'on pourrait appeler le développement durable. Voilà. Donc chez nous, cette relation de l'humain au littoral, à l'environnement marin, c'est dans nos gènes, c'est comme ça, c'est ce qui nous fait vivre. Alors notre ambition, elle est simple. Hein, d'ailleurs, si vous êtes là ici, allez, je me permets, c'est parce que vous la partagez. Je me permets. Hein. Notre ambition, elle est que cette vie sur le littoral, nous, êtres humains, on puisse y être. Donc, on puisse y être bien, dans un bon cadre de vie. Un bon cadre de vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire un endroit où on peut peut-être travailler, avoir des activités donc économiques, où on peut mener notre vie, l'item social. J'en arrive donc au développement durable. Et puis, dans un cadre de vie, un environnement sympathique. Voilà. Notre ambition, elle est vraiment là. Donc cette thématique, typiquement de l'érosion du trait de côte, pour nous, elle est, comment dirais-je, similaire. On la traite un peu comme toutes les autres, finalement. Il s'agit d'apprécier, d'être en capacité également d'apprécier les enjeux qui se posent à nous, enjeux sociaux, enjeux économiques, enjeux environnementaux, bien entendu. Hein. Une dune, ça mérite d'être protégé, en tout cas si on le décide tous ensemble. Une usine, une route, une steppe, on a vu la station d'épuration, ça mérite d'être protégé si on le décide tous ensemble. Voilà, il en va de même pour les acteurs, les facteurs sociaux, la vie en communauté. Voilà, tout ça mérite d'être protégé, encore une fois, si on le décide ensemble. Donc, concertation, c'est un de nos engagements, concertation, et sur des enjeux clairement identifiés, reconnus, partagés et connus également. Donc il y a besoin de monter en compétence. D'ailleurs, pour le coup, je remercie la mairie, très clairement, parce que ces journées, elles servent à ça aussi. Vous êtes ici très nombreux, mais il y a encore 1 ou 2 sièges vides. Il serait bien de les remplir pour la prochaine fois, ce qui voudrait dire que ce qu'on appelle, c'est un barbarisme, excusez-moi, le concernement, c'est-à-dire le fait qu'on se sente concerné, augmente. Parce que, je vais terminer là-dessus, pour cette fois-ci, vous savez comme moi qu'on ne protège bien que ce qu'on connaît bien, donc autant bien le connaître, on pourra bien le protéger ensemble. Voilà. Merci, Monsieur Maison. Bel engagement. Monsieur Guéguin, tout à fait. D'une stratégie régionale à des stratégies locales, comment peut-on affiner les orientations? Et puis, question corollaire, parce que je ne vais pas m'arrêter là. Concrètement, en quoi cela consiste-t-il? Quel déroulement et comment mettre en œuvre ces stratégies? Alors d'abord, une petite clarification. On s'est bien gardé, nous, à l'échelle régionale, d'apporter des solutions toutes faites au niveau local. Voilà, je pense que ça mérite d'être dit. Voilà, les solutions qui seront mises en œuvre à Cap-Breton et ailleurs n'ont pas été décidées à Bordeaux par le GIP et les autres collectivités. Je pense que c'est vraiment un point important. Elles se construisent, comme le vient de le dire mon voisin de gauche, à l'échelle locale en associant l'ensemble des parties prenantes. Il n'empêche que, même si ça ne se décide pas à Bordeaux, les élus du littoral ont eu besoin qu'on les accompagne d'un point de vue méthodologique pour trouver la meilleure solution au niveau local. Sortir de la réaction au coup par coup, anticiper, c'est vraiment un point important. Donc ça passe par la connaissance, les collègues du Bergem et l'ONF l'ont dit. Connaître
l'aléa, poser un diagnostic, savoir quels sont les bâtiments, les routes, les stations d'épuration qui sont menacées, à quelle échéance. Est-ce que c'est dans 5, 10, 20, 30 ans? Ça, c'est un point important, un deuxième point important. Travailler à la bonne échelle, sortir de l'échelle administrative et envisager l'échelle la plus pertinente pour éviter ce que je disais tout à l'heure, que l'action d'une commune menace l'action d'une autre collectivité. Avoir une approche globale, sortir de l'approche du génie côtier qui consiste à un problème, un ouvrage, pour embrasser l'ensemble des solutions. Et l'ensemble des solutions, je l'évoquais tout à l'heure, elles sont claires au niveau régional. C'est les quatre modes de gestion: accompagnement des processus, évolution naturelle surveillée, lutte active et relocalisation. Et c'est au niveau local que se trouvent ces solutions, en sachant qu'il y a des solutions qui s'imposent. Là où on a une dune, c'est plus facile de mettre de l'accompagnement des processus ou de l'évolution naturelle. Là où on a des bâtiments, évidemment que la collectivité, au sens large, ne laissera pas les choses se faire sans agir. Donc ça veut dire plutôt aller sur de la lutte active ou de la relocalisation. Pour arriver à ces solutions, voilà, il y a une méthode qui a été mise en place. C'est d'abord poser le diagnostic, ensuite faire travailler les objectifs, quelles sont les priorités, en sachant que quand on parle d'érosion, il y a des objectifs qu'on ne peut pas atteindre. On ne peut pas à la fois protéger une maison, avoir un impact neutre sur l'environnement et garder une plage sèche devant l'ouvrage. Il y a des choix qui doivent être faits. Ensuite, l'étape suivante, c'est de poser sur la table l'ensemble des scénarios, et ça c'est quelque chose qui est important en Aquitaine, c'est qu'on n'a pas de tabou. Voilà. On envisage autant la protection que la relocalisation. Le film du ministère était extrêmement intéressant sur ce point. L'argent public est rare, et il faut que la solution qui sera mise en place soit la plus économe d'un point de vue financier, mais qu'elle permette aussi de concilier les enjeux qu'évoquait Philippe Maison, des enjeux environnementaux, économiques et sociaux. Donc on apporte des outils aux collectivités pour trouver ces solutions en intégrant l'ensemble de ces actions. Merci. Je me retourne à nouveau vers vous, Madame Mujica, Monsieur Roseberry. Alors, vous les scientifiques, quel mode de gestion vous semble plus efficace que l'autre? Alors cette question est à étudier au cas par cas en fonction des enjeux et des objectifs locaux. Donc comme le GIP l'a évoqué tout à l'heure, il y a plusieurs types de solutions. Donc pour ce qui est la lutte active dure, donc on peut l'adapter à des zones densément urbanisées. Ce qu'il faut savoir, c'est que les ouvrages durs, donc enrochement, béton, épi, tout ce type d'ouvrage, a un impact quand même sur le transit sédimentaire, et ça a une durée de vie relativement limitée. Donc ce sont et donc un certain coût. Donc ce sont des contraintes à prendre en compte. Ensuite, pour des solutions, pour des secteurs semi-naturels, on va privilégier des solutions qui sont réversibles et qui visent à accompagner les processus naturels. Ce sont des solutions. Donc voilà, je vais laisser la parole à l'ONF pour rebalayer ces solutions. Monsieur Roseberry. On a déjà vu pas mal de choses dans les films. Moi, j'avais apporté quelques photos aussi. Il faut coller à des objectifs, quoi. Et après, on peut dire que le mode de gestion, il est réussi. Nous, sur les milieux naturels, l'objectif, c'est de maintenir le patrimoine naturel, la biodiversité. Donc, c'est pour ça qu'on réalise donc un accompagnement des processus naturels avec des travaux de cicatrisation s'il y a besoin, etc. Mais s'il n'y a pas besoin, on n'en fait pas de travaux. Donc, il y a des secteurs quand même sur la côte aquitaine, on va rester un petit peu optimiste, où le trait de côte avance vers la mer. Et dans ces secteurs-là, alors il y avait des photos, je ne sais pas si... peut-être je peux passer avec ça. Voilà, par exemple, ici, le banc de la Salie. Bien ici, ce que vous voyez au niveau de la forêt, c'est l'ancienne dune. Et puis, petit à petit, eh bien, la terre a avancé vers la mer. Et donc là, il n'y a pas de problème d'érosion. Les volumes sableux sont très faibles. Et on ne fait pas de travaux. Et puis à côté de ça, bien voilà, donc ça c'est un camp militaire, le Trinquat à la Teste.
Ça fait 30 ans qu'il n'y a pas de travaux dunaires. Vous voyez au nord la dune domaniale qui est gérée, et dans ce secteur-là, eh bien, on a la dune qui avance dans la forêt et on a une perte de biodiversité. Donc nous, notre rôle, voilà, c'est de permettre donc à la biodiversité de s'exprimer. Et je rajouterais simplement que quand il y a des enjeux urbains, eh bien là, c'est pas forcément l'objectif de biodiversité qui est le principal objectif, c'est d'éviter le risque ensablement sur des enjeux importants derrière. Et là, il faut se dire, de temps en temps, il faut y mettre des moyens plus importants et faire plus de travaux. Et tant pis pour les quelques plantes qu'il y a ici, il y en a sur 250 km. Et on va plutôt travailler pour éviter les problèmes derrière sur les biens et les équipements. Merci. Pour vous, Monsieur Maison, quel est le meilleur moyen de se protéger de l'érosion marine? Faut-il faire avec? Ou bien alors, est-ce qu'il y a des leviers pour un changement sociétal, celui-là? Écoutez, le meilleur moyen de se protéger contre l'érosion, là je vais vous dire un truc de l'eau tiède, c'est déjà d'en prendre conscience. Voilà, et à partir de là, il y a tout un panel de solutions, je ne vais pas les inventer. Autant Arnaud que David ou tout le monde l'a déjà dit plusieurs fois, les solutions elles sont là. Voilà. Donc sur cette partie-là, confiance à eux, c'est le spécialiste. Moi, mon boulot, il n'est pas là-dessus. Il est qu'on puisse vivre sur ce littoral, et que ce littoral puisse vivre aussi avec nous. Hein, c'est vraiment les deux. C'est ce qu'on appelle un écosystème d'ailleurs. Voilà. Et donc le boulot, le levier, pour que ça se passe bien, c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est de discuter. Tout à l'heure, j'utilisais un barbarisme affreux. C'est le concernement. C'est ça. Il faut d'abord, on commence par savoir de quoi on parle. Ensuite, on en discute ensemble. En discutant ensemble, c'est quoi? C'est pas juste, on va boire une boisson non alcoolisée, bien sûr, et on discute. C'est pas ça. C'est on se met autour de la table, représentant d'enjeux sur le territoire concerné. Ça a été dit plusieurs fois. Il ne s'agit pas d'une échelle administrative. Il s'agit vraiment d'une zone d'influence autour d'un projet dans lequel il y a des usages, il y a des acteurs représentatifs des enjeux environnementaux, sociaux, économiques, patrimoniaux, culturels. Il ne faut pas avoir peur d'être fort et ambitieux. Et c'est ensemble que ça se trouve dans un vrai contexte de dialogue. Donc ça pose aussi une deuxième question finalement, qui est la question démocratique. Évidemment, ce n'est pas nous, acteurs autour de la table, qui allons décider. Nous serons là, chacun représentatif d'enjeux, pour apporter une sensibilité sur tel ou tel enjeu. Après, il reviendra à la représentation démocratique dans notre système politique. On a tout de même cette chance de ne pas habiter en Corée du Nord, donc profitons-en. Voilà. Mais en tout cas, cette intelligence collective doit faire monter en compétence des solutions dans l'intérêt de chacun. Et quand je dis dans l'intérêt de chacun, c'est dans l'intérêt du territoire, de la vie, du projet de territoire. Merci. Monsieur le maire. Oui, je voulais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Maison et aller tout à fait dans le fil de ses propos. Une fois de plus, d'ailleurs, de le remercier d'être avec nous aujourd'hui. Je trouve que c'est très très bien parce qu'effectivement, il y a un terme que je ne connaissais pas, que j'ai appris aujourd'hui, c'est donc le concernement. Non, mais en tout cas, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Moi, je voulais donc effectivement tout à fait appuyer ce qu'a dit Philippe, pour dire que l'objet aujourd'hui de cette première réunion, puisqu'évidemment, on est, nous, dans l'élaboration de notre stratégie locale, et il y aura donc évidemment d'autres temps d'échanges et de rencontres, c'est de dire qu'aujourd'hui, un petit peu l'idée, c'était d'abord d'exposer, d'informer, c'était d'abord le premier de partager l'information, et puis quelque part et au travers de ce partage, c'est un petit peu de développer, d'insuffler cette culture du risque, parce qu'effectivement, c'est bien de risque dont nous parlons. Alors quand je parle de risque, il ne faut pas être alarmiste, mais je crois qu'il faut être, et on l'est, réaliste, voilà, et se préparer effectivement à l'avenir, puisque on l'a dit, on est sur des horizons 2040, 2060, 2100, donc le temps nous donne le temps d'anticiper les choses, et c'est ça le point positif, et je dirais cette notion de cette culture du risque, je dirais, il est normal que nous l'ayons, parce que je dirais ce risque-là,
somme toute, il fait partie de notre environnement, il fait partie de notre quotidien, compte tenu de notre exposition naturelle, et donc il est tout à fait normal qu'on l'ait, mais je dirais qu'on l'ait aussi sereinement. Monsieur le maire, merci. Madame la députée, vous avez, je crois, envie de réagir sur cet aspect-là. Je vous écoute depuis un petit moment. Moi, je pense que je reprendrai un peu le petit film très très bien fait de Surfrider par rapport à ma proposition de loi, et je rebondirai aussi sur ce qu'a dit l'ex-préfet de région. Il y a plusieurs choses à distinguer. Là, on tourne beaucoup autour de la philosophie, de la prise de conscience de l'érosion, de la concertation qu'il faut que ça émane, de la sensibilisation du public. Première chose. Deuxième chose, il y a les moyens d'intervention, j'allais dire naturels, que vous avez développés les uns et les autres. Plus les moyens d'intervention, j'allais dire matériels, protection, digues, etc. Une fois qu'on a dit ça, quand on est dans des situations comme le Signal, ou comme la Cano, ou comme dans d'autres villes en Outre-mer, ou à Holt par exemple, il faut passer à l'action. Et là, quand on veut passer à l'action, mes amis, moi, je peux vous dire que vous n'avez pas beaucoup d'outils juridiques pour le faire. Vous pouvez avoir toutes les bonnes intentions voulues, vous pouvez avoir les constats importants de faits par notamment tout l'observatoire, le GIP, mais à un moment donné, il faut que l'élu ou la collectivité disent eh bien, il faut qu'on prenne la décision de commencer à agir. Et c'est là que ça se corse quand même. Hein. Ça se corse parce que c'est la raison pour laquelle je disais l'érosion, qui en parle dans un plan de prévention des risques. Aujourd'hui, l'érosion, elle n'est pas reconnue. Ça va quand même un peu vous enquiquiner. Cette stratégie, ces stratégies pour aller chercher des financements, aujourd'hui, elles ne sont pas réellement juridiquement reconnues. Donc, ça va encore vous enquiquiner. 3, les zonages aujourd'hui sont insuffisants par rapport à la temporalité de l'érosion. Vous avez la zone rouge, où globalement, vous ne faites rien. Puis après, vous avez ce zonage derrière extensible, où vous pouvez tout faire, mais peut-être mal faire dans la proximité de l'érosion. Et donc, faire des choix d'intervention ou d'investissement qui vont tomber à l'eau à moyen terme, et on revient sur la question coût protection, coût... voilà. Et puis ensuite, il y a cette attractivité du littoral, les chiffres sont exponentiels, c'est une chance, mais en même temps, on va amener encore de la population sur des zones à risque. Alors, il ne s'agit pas de faire des friches où il n'y a plus de vie, où il n'y a plus d'activité, mais il faut quand même dire que quand on choisit de vivre sur le littoral, il y a un risque potentiel, il y a des contraintes et de devoirs, du coup, par rapport à cette problématique. Et ça, les élus que nous sommes, il faut bien qu'on soit responsable par rapport aux citoyens. Et donc, il faut qu'on sache l'organiser dans nos plans d'aménagement et qu'on nous rende possible ces plans d'aménagement, soit en reculant, soit en se réorientant, soit en phasant. Et c'est la raison pour laquelle il y a besoin d'outils juridiques. Aujourd'hui, je mets mon billet sur la table qu'il est impossible de reculer s'il n'y a pas d'outils juridiques et financiers pour aider les collectivités à amorcer ce nouvel aménagement territorial. Parce que ce repli, quand on dit relocaliser, c'est moins perturbateur. Mais repli, les gens imaginent qu'on fait des sauts de puce comme ça en arrière au fur et à mesure que l'eau monte. C'est complètement stupide. Il faut repenser un aménagement réellement territorial, peut-être consommer la station balnéaire différemment, revaloriser certains points de cité qui ne sont pas valorisés. Et puis, c'est peut-être aussi admettre que, comme je le dis assez régulièrement, on n'ouvre pas forcément ses fenêtres devant la mer. On ne se gare pas forcément à 5 mètres de la plage. C'est aussi cette culture-là qu'il faut travailler. Mais je redis, vous pouvez avoir tous les constats,
vous pouvez, sauf les modes d'intervention naturels, mais si vous n'avez pas les outils juridiques et financiers, eh bien, moi, vous, nous allons tourner autour, aborder le problème, mais nous aurons toutes les peines du monde à l'amorcer. C'est la raison pour laquelle ce texte de loi est fait. Ce n'est pas une fin en soi, mais sur des communes qui sont déjà dans la problématique, qui réfléchissent à cette problématique, eh bien, il faut leur donner dès à présent le temps de pouvoir organiser ça avec vous et avec toutes les parties prenantes. Il est là, hein. Sinon on va en reparler demain, après-demain, mais si on n'a pas, par rapport à ce que vous disiez les uns et les autres, les moyens opérationnels en termes de recul, hein, je ne dis pas en termes d'intervention, soit par des protections immédiates, soit par des moyens naturels, plus naturels, mais il n'empêche qu'à un moment donné, cette relocalisation ou cet aménagement territorial est à prendre en compte. Et il ne peut pas, on l'a bien vu avec Cynthia, il ne peut pas se faire dans l'urgence, ni sur le plan émotionnel, ni sur le plan financier, ni sur le plan rationnel. Donc, c'est maintenant le sujet, hein. C'est pas lorsque ça va nous tomber encore un peu plus sur la tête. Merci, Madame la députée. Vos propos m'amènent à me tourner à nouveau vers nos observateurs de l'Observatoire du littoral aquitain, Madame Mujica, Monsieur Rosberry. Avez-vous noté un changement d'intérêt sur le sujet dans les collectivités? Y a-t-il, à vos yeux, une amélioration de la culture de risque? Oui, je pense que déjà la nature nous a bien aidés, hein, si je peux le dire ainsi, mais depuis 20 ans quand même, il y a des événements majeurs qui ont mis à mal les littoraux et qui ont permis quand même d'avancer. Et en Aquitaine, bien sûr, il y a le travail du GIP par exemple, hein, parce que c'est quand même grâce au GIP qu'on a une stratégie régionale, qu'on a pu décliner des stratégies locales, qu'on a actuellement des études d'aménagement de stations, enfin toutes ces choses qui font que les collectivités territoriales ont vraiment pris le sujet à bras-le-corps. Nous, au NF, par exemple, on voit aussi qu'il y a toute la question de l'accueil du public aux plages, hein, sur les milieux naturels, où beaucoup de collectivités ont souhaité travailler autour du schéma plan plage du GIP et revoir l'organisation de leur site. Il y a aussi le nettoyage des plages qui est fait par exemple sur les Landes, hein, qui a beaucoup évolué en une dizaine d'années, qui a compris les enjeux du fonctionnement du littoral. C'est pas que l'érosion, c'est aussi le fonctionnement biologique, hein. Les cycles biologiques qui se passent sur les plages permettent à la végétation de s'installer et donc à éviter ou à limiter des érosions, les choses comme ça. Et donc la stratégie du nettoyage des plages sur le département a évolué pour permettre justement au mieux de préserver les plages et la vie qui s'y développe. Donc voilà. Merci. Madame Mujica, quelque chose à rajouter? Bon, Monsieur Maison, une dernière question pour vous avant de passer à la conclusion de cette table ronde et avant de vous donner la parole, parce que vous avez certainement et des questions à poser et des évocations, des propositions à formuler. Entre-temps aussi, il y a le questionnaire. Je ne sais pas si vous l'avez tous eu en main, mais je vous le rappelle, il sera collecté à la sortie. Alors, Monsieur Maison, Surfrider, sensibilisation, oui, mais pourquoi est-ce si important aujourd'hui de le faire vers les enfants et vers surtout la préservation des océans? Vers les enfants, si ça tenait qu'à moi, je dirais, parce que j'en ai deux, je les adore et que j'aime bien les faire des châteaux de sable à la plage ou surfer avec eux. Et je pense que cette réponse, finalement, c'est à peu près la bonne. Hein, voilà. Parce que le monde, il leur appartient. Hein. Nous, on leur emprunte. Hein, c'est un peu de l'eau tiède, tout ça, mais si on y réfléchit bien, c'est juste un peu ça tout de même. Les enfants, c'est le monde de demain, donc si on les sensibilise, ils sensibilisent leurs parents, leurs grands-parents, leurs copains, etc. Donc c'est ça le jeu. C'est ça le jeu en parlant de ça. C'est pour ça qu'on fait des... Vous parliez d'opération de nettoyage de plage. Nous, on fait ça. On l'a fait il y a 3-4 semaines. Notre grande opération de, non pas nettoyage, mais collecte de déchets. Parce que les plages, on ne peut pas les nettoyer tout seul, évidemment. Voilà, ce sont des opérations d'éducation, de sensibilisation. On a tout un panel d'outils en ligne, hein, sur notre plateforme Ocean Campus. Vous tapez ça sur votre moteur de recherche préféré, vous allez voir,
magnifique. On produit des jeux, vous avez pu voir ça dans les salles à l'étage ici même, des expositions, on participe à des conférences, etc. Mais c'est pas tout. Je laisse un petit blanc. Par rapport à ce que disait Madame la députée, elle a tout à fait raison. Tout à fait raison. On peut avoir toutes les bonnes intentions possibles et imaginables. Il ne faut pas oublier qu'on est en démocratie, on a cette chance tout de même. Et y a un cadre. Il y a un cadre. Et si le cadre n'existe pas, on peut vouloir tout ce qu'on veut, c'est pas possible, quoi. On peut vouloir jouer au foot sur un terrain de basket avec un ballon de rugby, ça ne marchera pas. Là, c'est pareil. Si on veut parler de l'érosion, il faut déjà que l'érosion soit prise en compte. Nous, on est très intelligents, tous ici, on connaît, j'ai parlé de concernement tout à l'heure, on est tous concernés, on sait que ça existe, mais s'il n'y a pas de cadre, macache, on ne pourra rien faire. Donc voilà, on a donc tout un panel d'activités en matière d'éducation, de sensibilisation à l'égard des enfants, de leurs parents, et puis de tout le monde, des élus, du secteur privé également, bien entendu. On a également tout un secteur un peu plus militant. Je pense par exemple à notre réseau Gardien de la Côte, gardiendelacote.com, allez-y, c'est formidable, qui permet à chacun, mais vraiment qui permet à chacun de s'investir sur son littoral. Si vous voyez une menace, un danger, un risque, vous avez envie de participer en force avec un réseau derrière vous, mais allez-y, c'est pas de la pub, c'est la réalité, c'est pour nous. Vous savez, on se dit toujours, mais qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire ? Là, on peut le faire. Il n'y a pas que ça, il y a un troisième volet qui est pour le coup vachement important, c'est ce qu'on appelle, c'est un gros mot, attention, vous êtes prêts, le lobby. Parce qu'il n'y a pas que, je sais pas moi, des pétroliers, des semenciers ou autres, vous voyez qui je veux dire. Il n'y a pas qu'eux qui font du lobby, il y a aussi nous. Par contre, ça coûte un bras de faire du lobby, même les deux. Donc on a besoin évidemment de votre soutien. Là, c'était la minute pub. Mais le lobby, il sert à ça aussi. Le lobby, c'est aussi nous, les assos, et on fait ce qu'on peut, évidemment, que ce soit à Bruxelles, en France, en Italie, en Allemagne, en local, évidemment, pour faire avancer ces thématiques. Pour notamment, moi j'ai eu la chance de participer au comité national de suivi de la gestion intégrée du trait de côte, co-présidé par Pascal Gau, ici présente, évidemment. Et ça sert à ça. On y va pour porter un message, une parole, pour que ces thématiques puissent trouver enfin un cadre et se déployer pour qu'on puisse tous en arriver à vivre dans des territoires magnifiques comme ici. Et on espère tous qu'ils pourront le rester. Voilà. Merci, M. Maison. Pour conclure cette table ronde, une question à vous, Mme Mujica, et vous, M. Guéguen. Quels sont les différents modes de gestion du littoral ? Et en fait, est-ce qu'il y en a qui s'imposent plus particulièrement ? Et après, je me tourne vers le public. Je les ai évoqués à plusieurs reprises, ils ont été bien présentés tout à l'heure dans le diaporama du ministère. Voilà, c'est ces 4 modes de gestion, l'évolution naturelle, l'accompagnement des processus, le repli ou la lutte active. Voilà, il n'y a pas 36 solutions possibles. L'inaction est évidemment impossible quand on a des bâtiments, des enjeux qui sont menacés. Après, est-ce qu'il y a des solutions évidentes qui s'imposent ? D'abord, peut-être considérer qu'on a quand même la chance en Aquitaine d'avoir un littoral qui est préservé, entretenu. Voilà, les propos de David Roseberry de l'ONF et la vidéo l'illustrent parfaitement. L'Aquitaine a la chance d'avoir un littoral naturel qui évite de se poser des questions de sa protection en dur. Voilà, l'action de l'ONF est largement suffisante. Ensuite, la meilleure des solutions, c'est d'éviter les problèmes. C'est une évidence, on ne l'a pas évoqué au cours de la table ronde, mais pour éviter de protéger des biens, c'est bien de ne pas les avoir reconstruits là où il ne fallait pas les mettre. C'est une palissade, mais ça mérite d'être redit. Et enfin, je réinsiste sur le pouvoir et la nécessité de trouver au niveau local la meilleure des solutions, et c'est ce qu'a engagé les collectivités, c'est ce qu'a engagé la commune de Cabreton avec sa stratégie locale. La commune n'est pas seule. Voilà, il y a le GIP pour l'accompagner, mais il y a aussi d'autres collectivités qui sont engagées dans cette réflexion. Et c'est l'ensemble des collectivités du littoral aquitain, donc je vais les citer parce que ça illustre bien la question que vous évoquiez tout à l'heure sur l'implication des élus. Tous les élus du littoral aquitain sont impliqués dans cette démarche, sont en train d'élaborer des stratégies locales. Certains l'ont déjà bouclé. C'est le cas de Lacano en Gironde, de l'agglomération Sud Pays Basque et l'agglomération de Côte Basque-Adour dans les Pyrénées-Atlantiques, de Mimizan dans les Landes. Et donc, sur les 7 stratégies locales du littoral aquitain, il en reste 3 à boucler. On espère qu'au niveau régional, on puisse, dans les prochains mois, avoir finalement une couverture complète des stratégies locales. Il y a des perspectives. Merci, M. Maison.
Un micro va circuler dans la salle. Et maintenant, la parole vous appartient. Nous avons beaucoup occupé l'espace-temps du discours. À vous la parole. Renaud, derrière toi, il y a un monsieur qui a demandé la parole. Un monsieur barbu derrière toi. Oui, bonsoir. Jean-Yves Combe de l'association Égalitaire, et puis aussi habitant de Cabreton. Dans la table ronde, là, on est resté plutôt à des généralités sur l'ensemble du littoral aquitain. Je pense que ça viendra peut-être à un autre temps ou une autre réunion où on sera plus précis sur Cabreton. Mais malgré tout, puisqu'il y a des spécialistes sur cette table, auprès de cette table, moi ce qui m'intéresse de savoir, c'est aussi la vitesse de l'érosion qui peut arriver. En clair, est-ce qu'on pourrait avoir, dans l'année qui vient, un phénomène Lacano à Cap-Breton? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut avoir tout d'un coup une accélération subite de l'érosion avec des conséquences pas forcément prévisibles dès aujourd'hui? Qui veut répondre à cette question? Oui, alors une accélération. Ce que l'on calcule et ce qu'on a calculé sur le littoral aquitain, c'est un taux d'érosion annuel, une moyenne basée sur des données historiques, on va dire. On remonte les premiers traits de côte dont on dispose remontent aux années 60. Donc ça nous a permis de calculer un taux. Alors sur Cap-Breton, pour du coup recentrer sur localement, sur Cap-Breton, on est à des taux de recul de 2,5 mètres par an au sud, au niveau de la plage de la Savane. On est en situation de stabilité, voire d'accrétion au nord de la digue nord. Ensuite, on n'est pas, sans parler d'accélération de ce taux moyen, on n'est pas à l'abri d'événements de tempête qui vont générer des reculs ponctuels très importants. Sur le littoral de Cap-Breton, on peut avoir jusqu'à 10 mètres de recul en un seul événement. Voilà. Mais ensuite, comme je le disais, il y a des grandes variations de ces taux d'évolution, de ces taux d'érosion à l'échelle saisonnière. Donc même si après un événement de tempête, on peut avoir un recul de 10 mètres, de l'ordre de 10 mètres, on peut également regagner en altitude de plage où le trait de côte peut se stabiliser. Voilà. Donc il faut avoir une vision sur plusieurs années pour estimer cette érosion. Merci. Voilà, parfait. Monsieur? Merci. Jacques Schneider, habitant à Cap-Breton et association Grain de Sable. Moi, ma question a un caractère budgétaire. Plusieurs élus locaux ont dit dans les films que leurs moyens d'action pour mettre en œuvre les actions, les solutions, étaient limités, ce que l'on conçoit tout à fait. Alors, s'agissant d'un problème d'ampleur nationale, même s'il est limité à la côte aquitaine, est-ce que l'État, soit par le biais du GIP, soit directement, consent un effort financier direct important pour la mise en œuvre des solutions? Peut-être pourrait-on avoir une idée du budget qu'il y consacre. Et puis, question parallèle, est-ce que l'Union européenne consacre des financements pour la mise en œuvre des solutions? Et sinon, pourrait-elle le faire? Voilà. Merci pour votre question. Madame la députée. Alors, c'est une question importante, effectivement. Aujourd'hui, il y a essentiellement le fonds Barnier qui intervient. Le fonds Barnier est un fonds pour risque et pour prévention, mais aujourd'hui, par rapport à l'amplification du phénomène de l'érosion et donc du bâti concerné, puisqu'il y a une estimation au niveau national à peu près de 10 000 biens concernés et de 1000 ouvrages. Donc, vous voyez l'ampleur. Et on ne pourra pas toujours raisonner dans le financement du risque lorsque l'aléa est arrivé. Il faudra aider les communes à avoir des plans d'aménagement sans qu'il y ait eu un risque immédiat. C'est la raison pour laquelle, dans la proposition de loi, il était proposé
de faire marcher et fonctionner le fonds Barnier pour indemniser les biens qui, à moins de 10 ans, étaient irrécupérables, allaient tomber, et 2, de créer un fonds d'adaptation qui pouvait aider les communes à amorcer leur politique de repli en les aidant notamment à pouvoir racheter des biens. Nous n'avons pas réellement, enfin le ministère n'a pas eu réellement le temps d'affiner ce plan ce fonds d'aménagement qui pouvait être abondé par divers structures déjà existantes, y compris avec des fonds européens, mais il fallait le quantifier. C'est la raison pour laquelle la PPL, dans un premier temps, faisait appel encore au fonds Barnier, mais il y a un groupe de travail qui est en place au niveau national, aussi avec les assureurs, pour voir comment on peut abonder un fonds d'aménagement. Donc, mais la proposition de loi proposait aux communes de pouvoir les aider jusqu'à un plafond de 75%, ce qui est quand même énorme pour amorcer. Dire que l'on aurait pu rester sur cette cote indéfiniment sans avoir un autre fonds, je ne le pense pas. Donc pour amorcer la pompe, le fonds Barnier, mais quand même à court terme, un fonds d'adaptation pour les opérations d'aménagement. Renaud, derrière toi, il y a un monsieur qui a demandé la parole. Excusez-moi, juste un petit complément. Je voulais juste ajouter un chiffre pour qui fait peut-être réfléchir. C'est que sur les dunes domaniales, donc la gestion des milieux naturels à l'échelle de l'Aquitaine, c'est 500 000 € en moyenne par an. Donc c'est quelques mètres ou quelques dizaines de mètres d'enrochement. Voilà, c'était juste pour le... Effectivement. Monsieur ? Merci, bonsoir. Je suis très heureux d'être là parce que je suis intéressé doublement. Une maison à Cabreton, mais je vais aussi 2 mois par an sur la côte du Médoc, à Montalivet, et je suis là directement concerné, enfin, comment dire, pas concerné, mais je vois directement les événements qui arrivent. Hein. Alors moi, comme tout le monde dans la salle, j'ai bien compris que, bon, on va accompagner, bien sûr, et de manière physique et de manière pédagogique, bien sûr aussi, ce recul du trait de côte. J'ai bien compris également que des solutions, c'était effectivement, comment dire, à terme, dans beaucoup d'endroits, qui va être de dédommager les riverains, puisqu'on ne pourra pas les protéger directement, hein, compte tenu du fait qu'on ne fait que reculer quand on protège. Moi, ce que j'ai pu constater, et puisque j'ai lu, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a effectivement la montée des eaux qui fait que le trait de côte recule, mais il y a aussi des tempêtes et une houle, et que les 2 conjugués pouvaient accélérer grandement les choses. Alors, ma question est peut-être naïve, mais est-ce qu'il y a aujourd'hui des moyens d'empêcher les conséquences d'une houle très importante ? Un peu plus loin en mer, entre autres. Hein, voilà. Madame Mujica va vous répondre sur cet aspect. Des brise-lames en mer, ça existe ? Oui, alors les techniques de brise-lames en mer, ça existe. Ensuite, c'est pas adaptable. Enfin, au niveau technique, les solutions à mettre en œuvre ne sont pas adaptables à tous les littoraux. Et ça dépend à quel coût. Là, je crois que l'étude a été réalisée pour Lacanau. Et bon, voilà, on est dans des coûts faramineux. Donc, bon, techniquement, c'est possible. Mais bon, voilà. Y a-t-il... Oui, monsieur Marco souhaite intervenir. Ah, monsieur Guéguen, d'abord peut-être, avant que... Peut-être pour compléter ce que vient de dire Julie, d'abord par rapport à ce que vous venez de dire sur le moteur principal de l'érosion, là je parle sous le contrôle des collègues de l'Observatoire de la côte aquitaine, c'est pas le changement climatique, hein, le moteur principal de l'érosion sur la côte sableuse aquitaine, c'est vraiment cette houle qui arrive du nord-ouest, et le changement climatique ne sera éventuellement un facteur complémentaire. Voilà, le problème il est existant et il existait déjà avant le changement climatique, ça c'est le premier point. Le deuxième point sur la capacité d'atténuer la houle au large, toutes les solutions techniques sont envisageables. C'est ensuite le rapport entre son coût et son efficacité qui doit prévaloir dans le choix local.
Je ne préjuge pas des solutions qui seront trouvées ici. Pour compléter ce que disait Julie sur Lacanau, l'étude, la stratégie locale de Lacanau a envisagé tous les scénarios possibles, y compris cette solution de récif artificiel au large. Et il s'est avéré que la réalisation de tels ouvrages dans la configuration à la fois géographique et des enjeux qui étaient présents sur le territoire ne justifiaient pas la mise en place de tels ouvrages. Voilà. Merci, Monsieur Guéguen. Monsieur Marco. Oui, je voulais intervenir sur la question tout à l'heure des financements et des aides au niveau européen ou de l'État. Mais ça a déjà été observé lorsque nous avons restructuré notre cordon dunaire. Et la restructuration du cordon dunaire avait à la fois des objectifs en matière de biodiversité, mais c'est aussi de considérer que la dune, c'est une digue qui protège le territoire qui est à l'arrière. Donc la restauration du cordon dunaire avait et a un objectif de protection. Et dans la conduite de ce projet, on a pris en compte les desiderata de chacun et par voie de conséquence, ils nous ont apporté un financement qui est plus que significatif, puisque ensemble, l'Europe, l'État et la région nous ont apporté près de 80% du montant du financement d'une opération que la commune toute seule n'aurait peut-être pas pu faire. Donc cela existe. Là où il y a une difficulté, c'est que quand on choisit des méthodes souples, comme par exemple du transfert de sable, ces dépenses relèvent des budgets de fonctionnement des communes. Et à ce jour, mais les choses peuvent changer, peut-être que les élus qui sont là, Madame la députée, des gens que je rencontre, il faut que l'on réfléchisse à une chose, c'est peut-on continuer à spécialiser les subventions sur des dépenses d'investissement, alors que l'on dit, à qui veut l'entendre, que les méthodes souples sont les meilleures. Donc aujourd'hui, il y a un problème, mais chaque problème est une occasion de réfléchir et de trouver des solutions. On a un problème, c'est que les méthodes les plus préconisées, les méthodes souples, sont les moins aidées. Et comme le financement n'est jamais que l'instrument d'une politique, il faudra mettre en accord le financement et la politique. Merci. Y a-t-il une autre question qui émane de vous? Quelqu'un veut-il prendre le micro? Merci. Pierre Cambon, je suis élu d'opposition à la mairie de Cabreton. Je suis désolé, j'ai raté le début de la conférence. Je ne sais pas si la question a déjà été posée. Ça concerne l'utilisation du bypass et un constat que j'ai pu faire. Et je voulais savoir s'il y avait un rapport de cause à effet entre l'utilisation du bypass de manière plus intensive cette année et l'année prochaine, et l'érosion qui s'est matérialisée de manière beaucoup plus significative sur Hossegor. Ce que je crains, et ce que je ne souhaite pas, mais que je voudrais juste avoir une confirmation là-dessus, est-ce que ça n'a pas d'incidence, le fait de prendre tout ce sable sur le point d'accumulation au nord de la digue nord, et pour le transférer au sud? Est-ce que ce n'est pas un petit peu déshabiller Paul pour habiller Jacques, et est-ce qu'on n'est pas un peu dans ce risque-là? Premier élément de réponse par Monsieur le maire. Alors, je vais laisser parler les techniciens. Simplement, ce que je peux dire de manière évidente, c'est que le fait effectivement de prélever, depuis 2007, on prélève chaque année à peu près 100 000 mètres cubes, donc de la plage de Notre-Dame, qui, comme je l'ai dit avant, se reconstitue naturellement de manière importante chaque année, permet en tout cas, alors je vais laisser après répondre les techniciens spécialistes, mais l'effet immédiat, c'est d'éviter la surverse dans le Boucaro qui conduit à l'ensablement du lac d'Hossegor. Et ça me semble assez évident. Et quand on connaît les problématiques, effectivement, de nos voisins et amis d'Hossegor avec cette problématique importante de l'ensablement du lac, qui est effectivement un problème aussi pour eux très difficile à traiter, je pense que le fait qu'effectivement on utilise ce stock qui se constitue naturellement pour le transporter vers la plage du Sud qui, elles, en ont besoin, me semble être une bonne solution par rapport au... Alors je ne sais pas si c'est quelque chose qui serait avéré, le fait que la plage d'Hossegor effectivement puisse pâtir ou souffrir de ce prélèvement que nous faisons. Je ne sais pas, je ne m'avancerai pas. Il me semblait, moi, qu'au contraire, la meilleure digue qu'est Hossegor, c'était la digue nord.
Oui, non, le sable qui est prélevé par le bypass, il est prélevé au niveau d'une zone à instabilité. Donc il n'y a pas de l'érosion qui a été constatée plus au nord. C'est une érosion ponctuelle suite aux tempêtes 2013-2014. Pour l'instant, on peut pas faire de lien avec le bypass et cette érosion dont vous parlez. Monsieur Guéguen, vous voulez rajouter un mot? Deux mots pour évoquer à quoi pourra aboutir la stratégie locale ici, en évoquant les actions qui sont mises en œuvre dans le cadre d'une stratégie locale. Une stratégie locale, c'est pas qu'un choix entre protection et relocalisation, entre accompagnement des processus et évolution naturelle, c'est aussi un ensemble d'actions en termes de suivi, de connaissances, et c'est fondamental à l'échelle locale de mettre en place dans le cadre de la stratégie un ensemble d'actions de suivi du trait de côte, et de le faire sur le temps long, et de s'extraire absolument des évolutions, comme le disait Julie tout à l'heure, des évolutions saisonnières ou annuelles. Voilà, le trait de côte est mobile, il peut reculer une année de 10 mètres et avancer de 5 mètres l'année d'après, et c'est par le suivi local et l'observation des phénomènes que vous évoquiez, monsieur, en les quantifiant, en les mesurant, qu'on arrive finalement à avoir une appréciation fine des processus et des impacts des actions humaines. Et donc c'est dans le cadre de ces stratégies, de la stratégie qui est en cours d'élaboration, que sera mise en place et devrait être mise en place un suivi, en sachant que la commune de Cabreton est à mon avis exemplaire déjà, sans avoir de stratégie arrêtée, déjà exemplaire dans la mesure où elle n'a pas attendu d'avoir une stratégie pour mettre en place des suivis. Voilà, c'est quelque chose d'important de mesurer l'évolution du trait de côte, de la bathymétrie, de le faire régulièrement. Madame la députée, est-ce qu'on peut passer le micro, Madame la députée? Merci. On a parlé des financements, on a parlé de l'aspect juridique, mais il y a déjà aussi des outils qui peuvent participer à anticiper, notamment en termes de moyens de construction, type de maison à construire. C'est quelque chose dont peu de personnes évoquent, alors que partout dans le monde, y compris même chez nous à Paris, il y a des moyens, des modes de construction qui sont parfaitement adaptés justement à ce va-et-vient des fois en termes d'aléas, qui donne aussi une temporalité, une pause avant d'avoir des mesures plus en recul. Mais il y a une réelle réflexion à mener sur le type de construction que nous devrions privilégier en milieu sensible ou en zone à risque. Et aujourd'hui, c'est un élément qui passe un petit peu à la trappe, alors qu'on voit dans d'autres zones très vulnérables partout dans le monde, où on a su quand même d'ores et déjà à donner des moyens de construction qui sont très intéressants et qui permettent de répondre par palier aux différents phénomènes. Premièrement. Deuxièmement, je reviens sur la question de monsieur qui est à la fois ici et à Montalivet. Montalivet, pour moi, est un bon exemple. Il n'est pas dans les radars des communes qui sont citées, mis en exergue. Et pour moi, c'est très bien ce qui est fait à Montalivet. D'une part, parce qu'ils n'ont pas fait la bêtise de construire en front de mer, mais plutôt en perpendiculaire, ce qui fait que ça leur laisse de la marge, et en plus, ça diminue le bâti impacté, puisque le bâti impacté il est plus dans ce sens-là que dans ce sens-là. Donc voilà quelque chose qui est aussi à réfléchir. Ce qui fait que ça leur donne une temporalité, j'allais dire, plus naturelle et des moyens plus doux à utiliser. Et puis comme ils n'avaient pas des moyens de financement trop élevés, du coup ils sont allés un petit peu au rythme de la nature et ils n'ont pas forcément fait des choix, pas arbitraires, mais enfin importants pour les finances locales et pour la conception de la commune. Et je crois que ça, c'est une chose aussi à voir. Et j'en parlais avec le maire l'autre jour, cette notion de nature de bâti que l'on pourrait privilégier est quelque chose qui a l'air de l'intéresser. Donc
oui, il y a des outils manquants, mais on peut d'ores et déjà, par nos actions de construction sur ces zones-là, pouvoir apporter une pierre à l'édifice, si je puis parler ainsi. Mais parce qu'il n'y a pas qu'en France que ça nous arrive. On dirait que c'est un phénomène nouveau, mais un benchmarking un petit peu dans d'autres pays, ne serait-ce même européens, pourrait nous aider à regarder, non pas forcément en termes juridiques, parce que le droit du sol d'un pays à l'autre diverge beaucoup, mais sur la notion comment les habitants s'adaptent aussi par leurs moyens de construction et leurs usages à des zones à risque, là, je pense qu'en France, d'une manière générale, nous avons quand même une marge de progression. Tout comme nous avons un sens de la propriété de la maison qui est beaucoup plus complexe, du coup, par rapport à des phénomènes comme ça, que dans des pays où la maison, finalement, c'est celle-ci, puis une autre, puis bouger avec en amenant sa maison sur le dos, c'est pas un problème. Donc c'est aussi culturellement parlant un gros effort. C'est la raison pour laquelle le comité stratégique que je co-préside avec une députée de Guyane et le ministère de l'Environnement, et je rejoins un peu ce qu'avait dit monsieur, on avait fait un appel à idées pour les maisons, pour les structures, les écoles d'architecture, pardon, les collèges et autres associations. Comment imaginez-vous votre littoral de demain? Et bien sûr, on est allé sur des mesures de protection, mais on a surtout eu des propositions comment l'individu imaginer, conceptualiser sa vie sur le littoral. Et donc, effectivement, on a fait une exposition. Et l'urbanisme, paradoxalement, où on dit qu'il faut reculer, il ne faut pas trop construire, la notion d'urbanisme, de maison et d'usage était très prégnante. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut continuer à encourager. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui souhaite poser une question ou intervenir? Monsieur. Oui, j'ai une dernière question, mais à Madame la députée, parce qu'elle a montré la difficulté qu'il y avait à légiférer, à obtenir un consensus pour une loi. Moi, je me souviens, alors c'est un événement qui est peut-être un peu plus ancien, je crois qu'il y a au moins 5 ans, il me semble que c'était encore à l'époque la présidence de M. Sarkozy. Vous avez parlé tout à l'heure de le littoral et les littoraux. Or, en fait, à l'époque, il y avait une pression très forte de maires, MAIR, qui habitaient, comment dire, de communes en bord de lacs, qui ont une stratégie complètement différente, voire opposée aux maires de communes du littoral. Donc j'aimerais bien vous entendre un peu sur ce sujet. Madame la députée, vous avez été interpellée. Moi, avec tout le respect que je dois à monsieur le maire, et ce n'est pas du tout lui qui est visé, je pense que, je le disais tout à l'heure avant que le débat ne commence, j'ai vu quand même un distinguo, une différence d'approche et de fédération entre les élus de la montagne qui ont des fois des problématiques différentes mais avec quand même des points communs. Et je pense que l'on pourrait gagner en structuration avec les élus des littoraux. Ça, c'est la première chose, parce que il faut, comme on a parlé de la bonne échelle au niveau du GIP, je crois qu'il faut un tronc commun et un consensus d'action, de mise en action par les élus du littoral. Et je me mets dedans, étant d'une circonscription où il y a à la fois le Signal, à la fois la Cano et à la fois Montalivet. Je vois trois communes, 3 gestions différentes. Ça, c'est la première chose. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, sur le problème de légiférer. On n'en a pas parlé ici, mais enfin, ça aurait pu aller complètement au bout, cette proposition de loi, parce que tant l'Assemblée nationale que le Sénat, personne n'a nié le cœur de la proposition de loi. Sauf que c'est pour ça que je parle aussi de culture par rapport aux élus des littoraux. C'est quand même les élus des littoraux qui ont voulu, pour certains qui n'ont pas du tout cette problématique d'érosion comme ici, voulu faire fi de l'aspect érosion et tout le processus qu'il fallait commencer à amorcer,
pour plutôt s'attaquer à la loi littorale. Elle a été là, la difficulté. Elle n'a pas été sur le cœur même de la loi. Elle a été sur ceux qui n'ont pas encore compris qu'il fallait réfléchir maintenant par rapport au changement climatique, par rapport à toutes les évolutions naturelles que nous avons évoquées, et pas continuer à persister, à faire plus dans des endroits où il faudrait peut-être faire moins. Et donc on a eu des coups de boutoir pour pouvoir continuer à faire des zones économiques, pour pouvoir continuer à faire du bâti, indépendamment d'un cadre de réflexion. Voilà, elle a été là la difficulté, elle n'a pas été du tout sur l'approche même, et c'est la raison pour laquelle elle n'a pas fini sa course au Sénat, puisqu'elle a fini sa course à l'Assemblée nationale. Merci, Madame la députée. Autre question ou une intervention? Madame. Madame Robert, et je connais la région depuis mon adolescence, puisque je venais avec mes parents. Je connais Oscorps, Saubus, Cabreton, et je trouve qu'il y a eu beaucoup de changements, bien sûr. Et je réponds, je crois que c'est Monsieur Maison qui parlait de l'éducation des enfants, et je pense que c'est très important. Moi, je suis très frappée par le fait que la dune est toujours montée, descendue, en escalade, en tout ce que vous voudrez. Et je trouve ça très, très dommageable. Je pense qu'il faudrait... J'aime pas les interdictions complètes, mais je trouve que ce qui est marqué, les panneaux qui sont marqués, ne sont pas suffisamment impératifs. Parce qu'il y a eu des travaux énormes qui ont été faits et qui font des chemins, alors qu'on pouvait suivre le bord en faisant très attention. Maintenant, il y a des chemins. Des bénévoles ont planté des oyats. C'est magnifique, bon, parce qu'on voit là cette partie, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est du côté de la piste, qui était vraiment une zone d'ensablement, il y avait le sable qui partait là, qui a bouché complètement les vignes qui existaient dans le temps. Moi, j'ai connu ça il y a 20 ans, même pas, il y a 10-12 ans, il y avait encore les piquets de vignes, il y avait des rideaux qui empêchaient le sable de passer, tout ça c'est détruit. Donc il y a une modification énorme, moi, qui me fait mal au cœur. Voilà. Et je trouve que les enfants font n'importe quoi, peut-être un peu moins qu'il y a 2 ans, mais qui grimpent, qui descendent, qui prennent un chemin pour descendre de la plage. Depuis l'an dernier, c'est bloqué. Hein. Les CRS ne laissent plus passer, on peut suivre le bord. Mais je pense que les parents devraient prendre ça un peu plus en compte à Cabreton. Et moi, j'ai regardé les panneaux, et les panneaux, il n'y a pas interdiction de monter sur la dune, il n'y a pas de répression qui soit faite. Et je crois qu'il faut en arriver là, parce que c'est pas possible. Merci, Madame, pour cette question. Renaud, est-ce que tu peux porter le micro à Monsieur Marco? Juste une petite seconde. On va pas mettre les enfants en prison, ça ce serait plutôt pas sympathique. Les enfants, juste un instant, les enfants, effectivement, il faut leur apprendre, bien entendu. Nous, on le fait. Alors malheureusement, chez nous, on ne peut pas recevoir... il y a combien d'enfants? Il doit y avoir un petit milliard d'enfants sur Terre. On ne peut pas tous... c'est aussi le rôle des parents, c'est aussi le rôle de la collectivité, c'est la responsabilisation collective. Voilà, c'est aussi ça la chose. Et tout à l'heure, j'ai utilisé un énorme gros mot, le concernement, c'est ça aussi. Si les enfants, si nous, c'est pas que les enfants... Hein. Moi, je me souviens d'avoir écrit un petit article il y a quelques mois. Il y a eu une compétition sportive avec des monceaux de déchets, de saloperies partout dans les dunes, malgré les panneaux. Donc voilà, c'est pas que les enfants, c'est une question de respect, c'est tout. Moi, je connais plein de gens qui, chez eux, ne jettent pas de mégots à terre. Par contre, ils le font dans la rue. Bon, ben voilà, c'est pareil. Il faut juste s'approprier. Le territoire, c'est chez moi. Voilà, c'est la chose à faire comprendre. Merci. Monsieur Marco. Oui, je voudrais apporter un complément. Je partage tout ce que vient de dire Philippe Maison. Et comme il l'a fait, je voulais dire que ces enfants ont des parents. Et c'est aux parents de contrôler les activités et les actions de leurs enfants. Ce n'est pas à nous d'aller le faire à leur place. Sinon, ça veut dire qu'il n'y a plus d'éducation familiale et ça serait quand même assez regrettable. Les panneaux qui sont à l'entrée de Dune, alors ils ne sont peut-être pas encore assez gros, ils sont écrits en plusieurs langues. Ils indiquent par des logos qui me semblent assez lisibles
qu'on ne peut pas piétiner les plantes, qu'on ne peut pas franchir les clôtures et qu'on ne peut pas descendre des escaliers la dune. Ces panneaux indiquent même dans toutes les langues les montants des amendes qui sont encourus. Alors là où je vous rejoins, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de police qui permettent d'aller attraper sur le fait et verbaliser, même si nos agents y passent de temps en temps, et j'ai été le témoin oculaire d'une interpellation de parapentistes par notre responsable de la police municipale, et ces parapentistes recevront un avertissement écrit à charge pour eux de faire à leur tour de la pédagogie au sein de leur club. On n'est pas resté sans rien faire vis-à-vis de cette mission d'information, puisque la première année, après que nous avons remodelé le cordon dunaire, avec un groupe de jeunes citoyens qui faisaient un service civique, nous avons, et avec l'aide de quelques citoyens de la Dune, et je sais qu'il y en a ici dans la salle, nous avons informé à peu près 2400 personnes avec lesquelles on a eu une discussion, un dialogue sur ce qu'est la fragilité de la Dune. La première année ou les premiers mois qui ont suivi les travaux, ça a été atroce pour tous ceux qui y ont mis leur cœur, leur argent et leurs espoirs. Parce qu'en effet, on a trouvé un genre assez nouveau de gens qui fréquentent la plage. Habituellement, on va à la plage avec une serviette, un parasol s'il y a beaucoup de soleil, un seau, une pelle et un râteau s'il y en a des gosses. Et bien nous, on a découvert qu'il y a des gens qui allaient à la plage avec une pince à couper le grillage. Et je ne savais pas que ça existait, mais oui, ça existe. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont étrangers à la commune de Cabreton, ce n'est pas forcément des touristes ignorants, des étrangers qui n'ont pas compris. Non, c'est probablement des gens qui faisaient comme ça. Ils avaient un itinéraire qu'ils fréquentaient comme ça depuis des années et qui ne pouvaient pas supporter qu'on ait un petit peu modifié leur comportement. C'est un souvenir assez dur quand même à remémorer, mais il faut quand même constater que depuis quelque temps, les choses sont en train de s'apaiser. Et s'il y a encore un endroit où le grillage est de façon récurrente, Éric Hamelin coupé, il y a beaucoup d'endroits où cette sauvagerie est en train de s'arrêter. Donc il ne faut pas désespérer de l'espèce humaine, mais c'est vrai que quand on essaie de faire du bien pour les gens, y compris pour ceux qui habitent juste derrière la dune, c'est quelquefois quelques-uns d'entre eux qui s'acharnent à détruire ce que l'on fait pour les protéger. Vis-à-vis des enfants, on a une activité permanente, on travaille sur du nettoyage de dunes, je travaille moi de façon très étroite avec les enseignants du collège Jean Rostand, et les deux professeurs de sciences de vie et de la terre sont mes partenaires pour que chacun des élèves qui passent dans leur salle, c'est-à-dire tous les élèves des collèges, soient informés. On a fait avec l'ONF un chantier de replantation dans lequel les enfants des écoles publiques sont venus planter de l'oyate, donc ils ont pris du temps pour installer la végétation sur la dune. Et enfin, pas plus tard que la semaine dernière, je participais avec l'inspection d'académie à une séance de formation des professeurs du second degré de l'Académie de Bordeaux. Donc vous voyez qu'on ne ménage pas notre peine. Les résultats sont lents, mais ils sont quand même là, ils sont positifs. Et on a de temps en temps des crises de désespoir quand on voit les clôtures par terre. Et je pense, Eric, qu'on peut annoncer que les citoyens de la Dune vont être sollicités dans les jours qui viennent pour aller réparer les clôtures. Et je sais que quelques-uns attendent qu'on fasse appel à leur main-d'œuvre. Oui, je voulais juste rajouter 2 mots. Beaucoup de choses et l'essentiel a été dit. Je veux dire, si on élargit un petit peu le débat, il y a effectivement les jeunes sur la dune que vous évoquez, madame. Oui, ils ont des parents, effectivement. Mais au-delà de ça, je dirais, ça renvoie sur le comportement citoyen des gens aujourd'hui, tout simplement. Je suis maire et je reçois beaucoup de courriers du monde pour me dire « Monsieur le maire, on roule trop vite dans telle rue. On roule trop vite dans telle rue. » Mais c'est jamais soi-même qui roulons trop vite, c'est toujours les autres. Donc, voilà, ça c'est un problème aussi de citoyenneté, de respect. Il y a des règles qui régissent une société pour le bien et la sécurité de tous, il faut les respecter. Je vais prendre un autre exemple, les déchets ménagers. Qu'est-ce qu'on met dans les bacs d'ordures ménagères? Moi, je vois ce qui se met dedans. Est-ce que c'est un comportement citoyen? Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Donc oui, vraiment, véritablement, il y a un comportement citoyen qui pose problème aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours les autres. Il faut aussi s'interroger soi-même, me semble-t-il. C'est la première chose qu'on ait à faire. Merci. Y a-t-il quelqu'un qui, ici, Renaud, monsieur avec une casquette, veut poser une question?
Bonjour, cousin Clément, j'ai une école de surf à Cabreton. Et juste pour répondre à la dame, nous, en tant que prof de surf, et j'espère que mes collègues, il n'y a pas d'autres moniteurs de surf, mais nous en tout cas, on s'est concerté avec Madame Stéphanie Barnex, et on a une réunion chaque année, et on essaye, en tout cas moi j'essaye vraiment, et pour vous rassurer, j'essaye de sensibiliser vraiment tous mes élèves, mais tous sans exception, à la dune. Non, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que peut-être que les choses vont dans le bon sens quand même. Et nous, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Ah oui, mais nous, on est les premiers à reprendre tous les gamins qui vont sur la dune. Madame, s'il vous plaît, on vous redonnera le micro après si vous voulez, mais laissez monsieur terminer son propos. Merci. Et juste pour vous dire qu'en fait, nous, je pense on commence, ça fait 5-6 ans qu'on commence vraiment à voir des comportements qui s'améliorent. On va dire que ça va de mieux en mieux, je trouve. Parce que les gens commencent à nous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Pourquoi il y a des panneaux? Ah bon, on ne peut pas marcher à la dune? Pourquoi? Et nous, on explique. Et je pense que les profs de surf, et monsieur le maire sera complètement d'accord avec moi, et madame Stéphanie Barnex, quand on en parle, on met bien le doigt dessus, on est vraiment là pour montrer l'exemple. Moi, si je vois un copain qui a sa planche de surf, qui commence à me dire, il y a des vagues, on va passer par la dune, je fais, tu rigoles ou quoi? Non, c'est hors de question. On se fait 2 km s'il faut, mais on ne marche pas sur la dune. Donc, je pense que les choses sont en train de changer, et j'espère en tout cas que c'est vraiment en train de changer. Donc, moi, je pense que ça va dans le bon sens. Merci. Merci, monsieur. Mesdames et messieurs, merci pour votre participation. Ce n'est que la première d'une série de réunions qui se tiendront encore pour approfondir ce thème qui mérite d'être effectivement porté encore plus sur la place publique. Vous serez à nouveau sollicité. N'oubliez pas de restituer le questionnaire que vous avez en main à la sortie. Monsieur Dupuis, qui est là, va prendre les questionnaires. Il est en haut des escaliers. Je tiens à remercier tous les participants, Monsieur Guéguin, Monsieur Maison, Monsieur Roberti, Madame Mujica, Madame Côte, Monsieur le maire, et puis Monsieur Marco pour ses interventions. Merci à vous tous, et bien entendu, je pense que je ne trahirai rien en disant que la mairie est vigilante sur ce thème et qu'elle se tient à votre disposition. Oui, juste à mon tour, je voulais remercier l'ensemble des participants et particulièrement Madame la députée, qui dorénavant connaît Cabreton. Vous remerciez vous, et je voulais vous dire aussi que voilà, on a une première, je dirais, journée d'information. On parlait de partage d'informations, d'échanges, de débats entre nous. L'information va continuer, vous l'avez compris, on est dans le cadre, donc on a parlé aujourd'hui de la problématique de l'érosion littorale. On parlera demain au travers des réunions que l'on va organiser, bien sûr, plus spécifiquement du cas de Cabreton et de la stratégie locale donc, que l'on est en train sur laquelle on est en train de réfléchir et de mettre en œuvre avec bien sûr les partenaires associés dont le GIP, ça va sans dire, Littoral Aquitaine. Et je rajouterai aussi les représentants des communes voisines et particulièrement ceux d'Ossegor et de la Med qui sont, puisqu'on est dans le cadre d'une gestion intégrée, on n'est pas tout seul. Quand on agit ici, ça a des répercussions, ou ça peut avoir des répercussions ou des conséquences ailleurs. Donc bien sûr, c'est une gestion intégrée dans laquelle nous sommes. Donc on n'est pas seul au monde, hein. On a des voisins au nord et au sud, donc il faut aussi qu'on se préoccupe d'eux. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'on aura largement l'occasion à nouveau d'échanger et de vous informer sur la situation particulière du littoral cabretonnais. Merci beaucoup.